Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chap. Réflexion autour du mot. Le terme lui-même, traduction, périphrase et signification. Le terme think tank est composé de deux noms communs anglais, think, soit réflexion, réfléchir, et tank qui dans ses deux acceptions principales signifie réservoir ou bien char de combat. Il n'est pas certain que l'expression soit américaine car si l'on en croit l'Oxford English Dictionary supplément, elle apparaîtrait dès le début du XXe siècle en argot britannique pour désigner la boîte à pensée, qu'est le cerveau humain. L'expression refait surface lors de la Deuxième Guerre mondiale, cette fois-ci dans le jargon militaire américain pour désigner un endroit sûr où penser et planifier bien à l'abri, en opposition bien entendu aux chars blindés, armored tank, exposés aux tirs d'obus, ce qui exclut la notion de réservoir. En 1946 fut créée la RAND Corporation. RAND est en fait un sigle formé à partir de Research and Development, expression désignant les activités de plusieurs organismes militaires en matière de recherche et développement, de l'armement en particulier. Le terme argotique think tank se trouve dès lors fréquemment associé à tout organisme s'occupant de recherche et d'analyse, comme RAND, mais dans les domaines de l'économie, du social et de la politique intérieure ou extérieure. Avant cela, les groupes d'experts, regroupés ou non dans des instituts, étaient familièrement désignés par des termes divers, Brain Trust, durant le New Deal, Brain Banks, Think Factories, et GETSRO et même Experts on Taps, durant la présidence Kennedy. Tout ceci donne respectivement en français, cartel de cerveau, banque de réflexion, usine à penser, groupe d'intello, experts à la demande. Nous constatons que tous ces termes sont fortement marqués d'une note d'humour, toujours un peu péjorative, qui disparaît presque totalement à la traduction. Le terme de think tank lui-même est humoristique. Aux États-Unis, le fait qu'un groupe puisse être constitué, ou pire, se constituer lui-même, comme élite intellectuelle et donc s'arroger une certaine supériorité par rapport au reste de la population ne peut être acceptable qu'avec la distance de l'ironie. En Amérique, si les intellectuels proposent, ce sont toujours les électeurs qui disposent. Nul ne sait en fait pourquoi, de tous ces termes amusants, c'est celui de think tank qui, à l'usage, a fini par l'emporter. Toujours est-il que le terme est aujourd'hui totalement intégré dans le vocabulaire de l'américain moyen, et aussi de tous ceux, américains ou non, qui s'intéressent aux faits politiques, si totalement intégré du reste que la note humoristique ne s'entend plus. Le terme a son entrée dans tous les dictionnaires bilingues du monde entier. Ainsi pour nous Français, le Haraps le garde tel quel et se contente d'en proposer une explication sobre, groupe d'experts. Lorsqu'un terme ne trouve pas de traduction satisfaisante, mieux vaut en effet le garder dans sa version originale. Le terme think tank s'est révélé toutefois très adaptable aux langues germaniques, devenant tout naturellement denk tank en néerlandais, par exemple. En français en revanche, le calque est impossible et toute traduction maladroite. Ont été tentés avec l'insuccès que l'on comprend aisément, cellule de réflexion, sinistre, club de réflexion, la notion de club est fausse, cercle de pensée, prétentieux et la notion de cercle est tout aussi fausse, laboratoire d'idées, laborieux, ridicule et prétentieux, les sciences politiques et sociales ne nécessitant nullement des blouses blanches et les équipements d'un laboratoire, et ainsi de suite. Reste, institut de recherche politique ou encore centre d'analyse politique et sociale, qui ne sont guère plus satisfaisants car davantage des tentatives de définition que des traductions, sans parler de leur longueur. En conclusion, il faut se résoudre à garder le terme think tank en français. Les adeptes de la francophonie à tout prix pourront se consoler en pensant que cet emprunt à la langue anglaise ne se fait pas sans dommage à celle-ci, la phonétique des deux mots composant le terme étant le plus souvent allègrement mutilée par les francophones. Du reste, nous emploierons désormais le terme think tank sans italique, le considérant comme intégré. Observons à présent les appellations que se sont données les divers think tanks américains. Ces appellations, plus ou moins longues, comprennent presque toujours un noyau nominal désignant un ensemble d'individus. Les mots institute et center sont de loin les plus fréquents. Viennent ensuite Association, National Planning Association, Academy, The American Academy of Arts and Sciences, Council, Council of Foreign Relations, Committee, Committee for Economic Development, Institution, The Alexis de Tocqueville Institution, Corporation, RAND Corporation, avec le sens de comité ou association et non de SARL, Bureau,
National Bureau of Economic Research, Club, The Club for Growth ou encore Forum, The Bellwether Forum. Pour nous Français, ces dénominations ne posent généralement pas de problème, le noyau nominal évoquant un groupe de personnes étant le plus souvent transparent. À côté de cela, il existe des think tanks dont l'appellation officielle ne semble en rien les désigner comme tels puisque l'on y chercherait en vain un terme désignant un groupe humain. Empower America, cela ressemble à un slogan, ou encore Reason for the Future, Project for the New American Century, autant de noms qui évoquent davantage le fruit d'une réflexion que le groupe de personnes élaborant cette réflexion. De plus, une certaine confusion peut s'installer lorsque le think tank s'est doté d'une appellation au noyau ambigu. Ainsi, les termes Endowment, The Carnegie Endowment for International Peace et Fund, The 20th Century Fund, désignent d'ordinaire des modes de financement dont bénéficient les think tanks et qu'il ne faut surtout pas confondre. La confusion peut être portée à son comble lorsqu'intervient le terme Foundation, The John Locke Foundation, qui évoque d'abord des organisations philanthropiques, les fondations qui constituent souvent la source de financement majeure des think tanks et non les think tanks eux-mêmes. Ce qu'il faut retenir, c'est que toutes ces appellations ne sont jamais le fruit du hasard. Elles ont souvent une raison historique, liée au fondateur du think tank, The Hoover Institution, ou bien aux circonstances très particulières ayant mené à sa fondation, The American Enterprise Institute, ou encore en hommage à un personnage emblématique, The Ayn Rand Institute. Les noms des think tanks peuvent aussi être tout à fait explicites quant à leur sujet de recherche mais sans rien laisser deviner de leur appartenance idéologique. The Institute for Justice, conservateur, et Citizens for Tax Justice, socialiste, ou encore Foundation for Economic Education, conservateur, et Economic Policy Institute, socialiste. Nous retiendrons donc que le terme think tank est purement générique. Il ne paraît du reste dans aucune désignation officielle. Il désigne d'une façon assez large tout organisme à but non lucratif dont la raison d'être est la recherche politique, dans l'intérêt du bien public. L'impossible définition de la chose, sinon du terme. Que l'on interroge l'américain moyen, les élites ou le personnel des think tanks, les think tankers, tous avouent être bien en peine pour donner une définition commune claire et précise de ce qu'est un think tank. Tous s'accordent à dire que les think tanks sont des organismes à but non lucratif et qu'ils jouissent donc du statut fiscal 501, C3 qui les dispense de l'impôt. Ensuite les avis divergent. Comme le dit si justement Ritchie, le problème c'est que personne n'a encore décidé de ce qu'était exactement un think tank, Ritchie 1993 page 21. Effectivement, ces entités ne sont pas des ensembles définis comme la famille, l'armée ou encore une SARL. Leurs contours sont imprécis tout comme leurs fonctions et leur rôle. Leur but fluctue avec le temps et leur nature évolue. Ritchie indirectement en propose une définition floue. Les think tanks sont des groupes de recherche privés, à but non lucratif, qui opèrent aux marges du processus politique de la nation. Mais en revanche, il affirme qu'ils ont une caractéristique commune capitale. Ce sont des organismes non pas anglo-saxons mais quintessentiellement américains. McGann et Weaver ne proposent pas davantage de définition en 2000 et s'en tiennent aux critères essentiels des think tanks. Organisation non gouvernementale à but non lucratif, non partisane, au sens indépendante des partis et dédiée à la recherche politique. Elles sont censées aider les hommes politiques à réfléchir, selon le mot de la journaliste Carol H. Weiss, et être en mesure d'offrir des alternatives politiques, même aux partis, dont elles sont pourtant indépendantes. Car les think tanks n'ont pas d'électorat à proprement parler, mais un public, qui ne correspond pas forcément à un électorat identifiable. Du reste, plus un think tank est engagé idéologiquement, plus il doit veiller à la justesse de ses analyses et à l'impartialité de sa production car sa vulnérabilité est plus grande. Pour être pris au sérieux et donc pour maintenir une crédibilité indispensable, les think tanks doivent être absolument indépendants des partis certes, mais aussi des intérêts financiers divers, ce qui les différencie des lobbies ou groupes d'intérêts. Par ailleurs, il leur faut veiller à avoir accès aux médias et aux acteurs politiques, ce qui les différencie cette fois des instituts de recherche politique liés aux universités. En effet, le but premier des intellectuels des think tanks, c'est l'accès au débat du Capitole et non l'estime de leurs pairs. En fait,
La difficulté dans la recherche d'une définition vient de ce qu'il est de plus en plus difficile de tracer des frontières irréfutables entre les think tanks et les très nombreux types d'organisations qui cohabitent aux États-Unis. Pour ne prendre qu'un exemple probant, celui des lobbies, force est de constater que ceux-ci s'efforcent d'acquérir la respectabilité dont jouissent les think tanks en se dotant eux-mêmes d'expertise politique, alors que de leur côté les think tanks ont emprunté aux lobbies leur stratégie militante depuis déjà 3 décennies. Des syndicats, des groupes religieux, des organisations de consommateurs emboîtent le pas aux lobbies dans leur imitation des think tanks. Il en résulte que les frontières structurelles et organisationnelles se chevauchent ou se brouillent. Andrew Rich, lui, insiste sur ce risque de confusion. Il maintient que les think tanks à eux seuls présentent une telle diversité qu'ils sont impossibles à définir, et donc à dénombrer. S'appuyant sur l'unique annuaire des think tanks qui existe, le Hellbust Think Tank Directory, 1996, il procède par élimination, gardant ou écartant les organismes se réclamant de l'étiquette think tank selon les critères suivants. Le public auquel ils destinent leurs travaux, leurs sources de financement privées, philanthropiques, etc. La diversité et l'étendue des sujets traités et l'apostrophe. Équilibre entre recherche et militantisme, la qualité académique ou non de leur personnel, les orientations idéologiques avouées, la taille et le budget, les catégories auxquelles ils appartiennent. James A. Allen semble partager entièrement l'opinion de Ritchie et conclut que des quelques 1300 think tanks recensés par Hellbust en 1996, il n'y a en fait que 300 think tanks authentiques aujourd'hui. Cela s'explique par le fait que S'. Il considère comme authentiques les think tanks, désormais rares, qui sont toujours physiquement installés sur un campus. Il exclut tout organisme de recherche affilié à une université, et également tous les think tanks contractuels qui vivent de fonds gouvernementaux, donc non privés, et tous les instituts à projet de recherche à court terme pour des intérêts particuliers, tous les instituts qui recherchent un profit et enfin les innombrables instituts dédiés aux nouvelles technologies. Rich apparaît donc comme un puriste. Je définis les think tanks comme des organisations qui produisent de l'expertise et dépendent essentiellement de cette expertise et de leurs idées pour se maintenir financièrement et pour avoir une influence sur le processus politique. Rich, 2004 page 2, nous partageons entièrement cet avis. Alors à défaut d'une définition précise qui fasse autorité, peut-on avoir une idée assez juste de ce qu'est un think tank ? Vu de l'extérieur, les think tanks offrent aux observateurs des images qui sont plus ou moins en prise avec le réel. Les Européens en particulier, tout comme le fermier du Nebraska, du fait sans doute de leur éloignement culturel ou géographique, ont souvent une image mythique du think tank. Le mot seul évoque des immeubles imposants, cossus, abritant des bureaux high-tech, confortables et même luxueux, où s'affairent des dizaines d'experts et des aréopages de secrétaires. Les think tanks laissent supposer des milliers de personnes qui évoluent aux marges du pouvoir, qui analysent et conseillent, qui accordent leurs commentaires aux grands médias et se voient parfois appelés à de hautes fonctions publiques. Bref, une nouvelle classe politique qui assure le lien entre le savoir et le pouvoir. Cette image n'est pas fausse en ce qui concerne les plus renommés des think tanks comme la Heritage Foundation, l'American Enterprise Institute, le Center for Strategic and International Studies et quelques autres. Mais pour la plupart, les think tanks, même très célèbres, comme le Manhattan Institute, le Cato Institute, le Brookings Institute, n'ont rien d'extravagant. En majorité, les think tanks opèrent dans des bureaux loués et ne comptent qu'une poignée de chercheurs, une unique secrétaire et une standardiste. Enfin, tous les think tanks, qu'ils soient grands ou petits, riches ou pauvres, prestigieux ou peu connus, qu'ils aient des titres ronflants ou modestes, ont tous en commun des caractéristiques qui ne font pas rêver. Leur futur est fait d'incertitude puisqu'ils sont en compétition féroce les uns avec les autres dans la course à la notoriété et surtout dans l'ardente et perpétuelle nécessité d'obtenir des sources financières disponibles, non illimitées, l'argent indispensable à leur survie. De plus, contrairement aux professeurs d'université détenteurs d'une chaire ou bien des chercheurs attachés aux agences gouvernementales, les experts des think tanks ne bénéficient d'aucune sécurité de l'emploi. Ils doivent donc être motivés par la force de leurs convictions, parfois par l'ambition personnelle mais plus souvent par un désir désintéressé de voir leurs idées triompher. Ce qui est indéniable, c'est que l'existence des think tanks dépend essentiellement du talent de leurs experts, mesurable à leur production et à leur publication, tout comme à la cohérence et la pertinence de la vision politique de ces gestionnaires.
Chap. 2. Historique des think tanks. L'histoire des think tanks peut être observée sous différents angles. L'approche la plus fréquente consiste à considérer les think tanks comme appartenant à des générations successives. Mais les vues divergent quant aux dates ou aux événements qui délimiteraient ces générations. Elles divergent aussi sur leur nombre. James Smith en compte 3 mais Donald Abelson et Everett Lindquist parlent de 4. Andrew Rich et David Ritchie traitent le sujet à travers d'autres thèmes qui leur semblent avoir plus d'intérêt. Par exemple, Rich insiste sur un avant et un après. Les premiers think tanks étaient neutres alors que ceux d'aujourd'hui seraient engagés. Il est vrai que les responsables des think tanks sont confrontés depuis les tout débuts à la question cruciale de la bonne proportion entre recherche et analyse susceptibles d'influencer les élites politiques et méthodes de diffusion et de persuasion plus ou moins agressives. Autrement dit, les think tanks seraient passés de l'élégant détachement scientifique et de la stricte neutralité à des prises de position tranchées et des stratégies militantes, risquant par là une perte de leur crédibilité. Rich en fait même sa problématique Rich 2004. Il nous a semblé que c'était un faux problème, car les premiers think tanks dits engagés se sont souvent créés en réaction contre l'action des think tanks existants, dont la neutralité officielle apparaissait de plus en plus comme un leurre. Ainsi, c'est sous couvert de neutralité intellectuelle que le keynésianisme fut imposé pendant des décennies. Ne valait-il pas mieux que les idéologies fussent défendues ou combattues dans la transparence ? La neutralité parfaite est-elle du reste possible aujourd'hui ? Pour intéressante qu'elle soit, l'approche thématique ne nous a pas paru être la meilleure pour étudier l'histoire des think tanks. Nous avons donc préféré une étude chronologique linéaire pour rendre les choses plus claires aux lecteurs, les bornes chronologiques situant les think tanks dans le temps. Nous avons considéré qu'il y avait véritablement 3 générations de think tanks, car il ne faut pas confondre génération et catégorie, même si celles-ci se chevauchent en partie, et nous avons jugé utile de faire quelques pauses et commentaires pour les événements politiques marquants, ayant eu une incidence sur l'évolution du phénomène des think tanks. De même, nous avons opéré quelques gros plans sur les think tanks qui ont apporté des innovations déterminantes. Comme nous le verrons, il n'y a pas eu de génération spontanée. Tous les think tanks sont nés de la prise de conscience d'un besoin, du produit d'une volonté, commune ou individuelle, ou encore de la réaction à une conjoncture. La première génération, 1907 à 1932. Des pionniers aux idéaux progressistes. Les think tanks n'ont pas surgi du néant au début du XXe siècle bien que leur émergence fût une nouveauté. Ils sont nés de l'idéal progressiste qui domina les politiques de McKinley et de Theodore Roosevelt, ainsi que de l'enthousiasme pour les sciences sociales qui commençait à s'affirmer. Il fallait appliquer au processus politique les nouvelles méthodes scientifiques qui avaient fait leurs preuves dans la sphère industrielle. Expertise et recherche de l'efficacité devaient être employées pour professionnaliser le jeu politique. Il est de fait que les grandes universités de l'époque favorisaient le professionnalisme en tout domaine, et que l'amateurisme était de plus en plus dédaigné. Cela s'expliquait aisément devant la multiplication de problèmes nouveaux liés à la fin de l'Amérique rurale et à la domination industrielle, avec pour conséquence un vaste prolétariat urbain. Les politiques adoptaient une conception du rôle de l'État qui s'éloignait du libéralisme économique classique hérité d'Adam Smith. Devant la gravité des problèmes sociaux, le traditionnel laisser-faire semblait inhumain. Les réformateurs, avec une foi que nous jugeons aujourd'hui naïve, pensaient que la méthode scientifique qui avait produit le télégraphe, la réfrigération ou encore les progrès en médecine pouvait être appliquée avec bonheur aux problèmes humains. On ne doutait guère de pouvoir éradiquer un jour chômage, pauvreté, insalubrité, alcoolisme et autres fléaux sociaux. La science devenait la panacée universelle, et l'État, de l'avis de beaucoup, devait prendre sous sa responsabilité les problèmes sociaux demeurés jusque-là fief quasi exclusif des associations caritatives. On pourrait difficilement parler de consensus général, aucune étude n'ayant été faite à ce sujet, mais la plupart des hommes politiques y avaient été sensibilisés. Cette ère du temps était donc propice à l'éclosion des think tanks, d'autant qu'une tradition philanthropique était déjà anciennement et solidement établie dans le pays, et pas seulement en Nouvelle-Angleterre.
C'est donc dans cet esprit de progrès social que le gouvernement fédéral avait créé un bureau des statistiques dans les années 1880, lors des grandes émeutes ouvrières, et qu'à la même époque, les universités avaient commencé à former de véritables experts, futurs professionnels de la politique, suivant en cela l'exemple des universités allemandes avec leur éminent Doktoren qui avaient des liens privilégiés avec les grands fonctionnaires au service du chancelier Bismarck. On décèle donc chez les premiers experts politiques américains cette fascination pour le statut des professeurs d'université allemands, mêlée d'un peu de vanité peut-être dans la recherche de titres prestigieux, et ce sentimentalisme social qui était au goût du jour. Précisons que le terme expert qui apparaît à l'époque, issu du verbe latin experiri, expérimenter, essayer, signifiait surtout celui qui tente quelque chose de nouveau, sans rapport donc avec les experts d'aujourd'hui et plus proche de l'amateurisme même éclairé que l'on prétendait bannir. Notons également que pour être grand, l'enthousiasme pour les sciences sociales n'était cependant pas général. Déjà, certains mettaient les réformateurs en garde contre les conséquences négatives qu'auraient nécessairement les interventions étatiques dans le domaine social. Parmi les sceptiques ou opposants, on retrouvait pêle-mêle les tenants traditionnels d'un État restreint, les darwinistes sociaux représentés par William Graham Sumner et les purs et durs du laisser-faire. Ils dénonçaient l'utopie derrière l'élan philanthropique, et craignaient que l'on ouvrît la boîte de Pandore, prévoyant des retombées incontrôlables. Quant à voir le processus législatif comme un laboratoire, c'était tout bonnement risible. Entre les deux tendances, utopisme ou scepticisme, le rôle de l'expert nouveau venu dans le monde politique s'affirma néanmoins. Ce rôle, toutefois, se limita pendant longtemps à faire bénéficier les élus et les leaders politiques de résultats d'expertise et à suggérer respectueusement telle ou telle proposition, tout cela dans la discrétion et sans chercher à infléchir les décisions politiques. Il était encore moins question de court-circuiter les politiques et de séduire leur électorat avec des idées inédites. Ce qui est courant aujourd'hui. En somme, il s'agissait d'un rôle effacé, voire ingrat, dépourvu du prestige que pouvait offrir une carrière universitaire au cerveau bien fait. Rien d'étonnant alors à ce que ces experts ne fissent point carrière à Washington. Jusqu'au premier conflit mondial, ils se contentèrent de louer leurs services au Congrès ou à la Maison-Blanche pour des contrats à durée déterminée, sur des projets précis. Le plus souvent, il s'agissait de rassembler des statistiques et de les examiner en fonction des propositions de loi. Les experts pouvaient ainsi être requis pour des études d'opinion ou des enquêtes sociales en vue de présenter des rapports concernant l'immigration, la législation du travail, les conditions de vie des ouvriers, tout ceci dans la plus parfaite neutralité et la plus parfaite objectivité. La démarcation entre les intellectuels et les leaders politiques semblait donc assez nette. Pourtant, les intellectuels de l'époque ne manquaient ni d'ambition politique ni même d'esprit d'entreprise, exactement comme ceux d'aujourd'hui, et donc certains tentèrent de créer des instituts de recherche ayant pignon sur rue, sans succès à vrai dire car au premier fléchissement dans l'énergie, l'enthousiasme ou les finances, ces instituts disparaissaient. Le rôle des fondations philanthropiques. Ce qui vint changer la donne et transformer ces instituts éphémères en institutions stables, c'est l'avènement de la fondation philanthropique, nouvelle institution américaine. Ces fondations philanthropiques, au début du XXe siècle, financèrent de nombreux instituts de recherche, en fondèrent même quelques-uns, et fournirent aux chercheurs issus des universités un cadre respectable et des ressources leur assurant la stabilité indispensable pour seulement exister. Ces conditions étaient d'autant plus appréciables qu'elles satisfaisaient les experts, qui se sentaient chez eux dans leurs instituts, et de nombreux élus qui ne se faisaient pas à l'intrusion des universitaires dans la vie politique. Car ces experts étaient bien sûr avant tout des produits des grandes universités. Les grandes fondations philanthropiques, les plus connues et dont la plupart existent toujours, avaient souvent pour nom le patronyme de leur initiateur, généralement des géants de l'industrie ou de la finance. La Carnegie Foundation 1911 de Andrew Carnegie. La Rockefeller Foundation 1913 de John D. Rockefeller Sr. Dans leur sillage suivirent E.H. Harriman, J.P. Morgan ou encore Fulton Cooting, le banquier philanthrope. Ces fondations naquirent elles-mêmes du capital acquis au cours de la révolution industrielle. Mais la première, celle qui donna l'impulsion, fut la Russell Sage Foundation créée dès 1907,
dans le but de former une nouvelle élite politique capable d'amener le gouvernement fédéral à se charger des problèmes sociaux, les associations caritatives étant débordées par le nombre et la complexité de ces problèmes. L'esprit progressiste ayant gagné les deux partis, la classe politique, il est vrai, offrit une oreille réceptive aux arguments des réformateurs. La Russell Sage Foundation, à la fois fondation philanthropique caritative et institut de recherche, on ne parlait pas encore de think tank, fut donc fondée à New York en 1907 par Margaret Olivia Sage. Madame Sage dota la fondation d'une part importante de l'immense fortune que lui avait laissée son défunt mari. Les méchantes langues dirent que Madame Sage se vengeait ainsi de l'avarice et de la dureté de cœur de son conjoint. La mission initiale, toutefois, était l'amélioration des conditions de vie des pauvres en utilisant de grands moyens, à la hauteur du défi à relever, c'est-à-dire des méthodes scientifiques propres à convaincre le gouvernement de l'urgence à agir, données, analyses, rapports. Toujours à New York en 1907, naquit également le Bureau of Municipal Research, animé du même esprit mais tourné vers une réforme des méthodes de gouvernement local. Le bureau rassemblait des hommes d'affaires influents et des universitaires issus des sections de droit et des finances des plus prestigieuses universités, Ivy League Universities. Le bureau avait reçu dans son berceau une dotation initiale de $10,000 du banquier Fulton Cooting. Ces deux proto-think tanks, en dénonçant les scandales divers et les rivalités stériles qui jetaient le discrédit sur le monde politique et en s'appliquant à transformer l'action gouvernementale en faveur du bien public, reflétaient un principe fondamental de l'idéologie progressiste, ne plus laisser aux seuls politiques la gestion des affaires publiques. Le but de ces experts en sciences sociales était, sous couvert de neutralité, de casser le monopole des machines politiques officielles, corrompues et partisanes, qui dominaient le gouvernement fédéral comme celui de tous les États de l'Union, et ceci depuis la fin de la guerre de sécession. Les réformateurs et les experts voulaient ainsi amener le gouvernement non seulement à prendre des responsabilités nouvelles, mais aussi à partager ces responsabilités nouvelles avec des experts forcément non partisans puisque non élus, pensait-on. Le raisonnement n'était pas imparable mais la volonté des réformateurs suivait en tout cas une directive claire. Une dépolitisation du processus politique allant de pair avec une professionnalisation des membres du gouvernement. Conformément aux vœux de leurs fondateurs ou bienfaiteurs, ces premiers think tanks étaient véritablement neutres vis-à-vis des partis politiques et ne cherchaient aucune gloire pour eux-mêmes, se contentant d'œuvrer à l'écart des responsables politiques tout en observant une distance respectueuse. Ils gagnèrent ainsi une autorité indiscutable auprès des élus, qui eurent de plus en plus recours à leurs ressources intellectuelles. La technicité grandissante des problèmes modernes dans un pays devenu puissance mondiale requérait en effet une expertise que les membres du gouvernement, a fortiori les élus régionaux, ne possédaient pas forcément. De leur côté, experts et spécialistes reconnaissaient qu'une indépendance totale du gouvernement, du monde de la finance et de l'industrie, des partis ou encore des intérêts particuliers étaient les conditions sine qua non de leur crédibilité. Ils n'avaient à émettre des avis que s'ils en étaient priés. La philanthropie apparaissait donc comme la nouvelle force émergente dans la vie politique américaine, celle qui permettait l'existence d'instituts d'expertise totalement libres de toute allégeance, y compris vis-à-vis de leurs fondateurs bienfaiteurs, alors que, pourtant, c'est à ces maîtres du grand capitalisme qu'ils devaient leur existence. Ce paradoxe apparent est du reste un aspect éminemment respectable de ces premiers think tanks, d'autant que les banquiers et les capitaines d'industrie se révélaient être des alliés de poids, et pas seulement des pourvoyeurs de fonds. Dans la gestion des affaires publiques, leur credo tenait en deux mots, expertise et efficacité. Le culte de l'efficacité. Au début du siècle, les politiques aimaient à considérer, ou parfois à tourner en dérision, les spécialistes qui opéraient à la périphérie du gouvernement comme des médecins chargés d'établir des diagnostics et de rédiger des ordonnances. Le journaliste satirique Henry Mencken, bien qu'admirateur béat des avancées scientifiques, resta toujours sceptique quant aux méthodes dites scientifiques appliquées à la politique, alimentant régulièrement ses chroniques de son mépris amusé pour cette nouvelle classe qu'étaient les experts, au grand plaisir de son électorat. La métaphore médicale de l'expert médecin des problèmes de la santé politique prévalut pendant une dizaine d'années, puis s'effaça avec les premiers think tanks au profit de la notion d'efficacité.
Peu à peu en effet, les experts en vinrent à se considérer moins comme des experts sociaux que comme des théoriciens de l'efficacité. Les analystes du Bureau of Municipal Research, par exemple, considéraient que la gestion des grandes villes était parfaitement comparable à celle d'une entreprise. Une mégalopole n'était rien d'autre qu'une grosse compagnie dont les actionnaires étaient les habitants. Les méthodes de rentabilité et d'efficacité qui avaient fait leurs preuves dans l'industrie devaient pouvoir s'appliquer à la gestion de n'importe quel secteur. Éducation, problèmes sociaux, urbanisme. On vit alors proliférer les écoles d'administration et de gestion. Quelles étaient ces méthodes rationnelles, applicables à toute chose que l'on admirait tant? Citons un seul exemple. La division du travail prônée par l'industriel Taylor selon laquelle la distribution des tâches dans la manufacture d'un produit devait amener un accroissement de la productivité par gain de temps, mais aussi et surtout des relations harmonieuses au sein de l'industrie puisque les gains de productivité permettaient une répartition des bénéfices entre patronat et ouvriers, éliminant ainsi tout risque de grogne prolétarienne. Il est facile aujourd'hui de dénoncer l'utopie qu'était le taylorisme. Taylor, bien qu'animé d'intentions louables, n'avait tout simplement pas prévu que la recherche effrénée de la productivité, qui impliquait la monotonie des gestes répétés à l'infini, pouvait conduire les ouvriers aux limites de l'endurance physique et morale. Le taylorisme n'était que l'une de ces méthodes dites scientifiques et rationnelles. En fait, on était en pleine expérimentation sociale et manquant de recul, peu de personnes étaient conscientes que l'on faisait fausse route. Dans son livre Drift and Master, le grand journaliste Walter Lippmann écrivait lui-même que la gestion d'une grande démocratie exigeait une discipline stricte s'appuyant sur de nouvelles techniques d'administration, seules capables d'efficacité. Le taylorisme évoqué ci-dessus n'est évidemment pas représentatif de toute recherche d'efficacité. Il en est même devenu une caricature. Ce qu'il faut retenir de cette foi en l'efficacité des sciences nouvelles, pourtant non exactes, qu'étaient la sociologie, les statistiques et les sciences politiques, entre autres, c'est l'aspiration profonde à améliorer le fonctionnement du gouvernement et à éduquer les élus certes mais aussi les citoyens sur la chose politique. Cet enthousiasme pour les méthodes scientifiques et la notion d'efficacité incita la création de nouveaux think tanks, d'autant plus que l'Amérique, grande puissance industrielle, avait désormais à affronter des problèmes trop complexes pour pouvoir se passer d'expertise. Sur ce point, il y avait consensus. Ce besoin d'expertise se fit d'abord sentir en matière de budget fédéral. Corruption et gaspillage étaient des mots installés. Le président républicain William Taft créa en 1910 une commission sur l'économie et l'efficacité, sorte de think tank ad hoc qui produisit en 1912 un rapport de 600 pages sur la nécessité d'élaborer un budget national. Cela semble aller de soi aujourd'hui, mais c'était tout à fait novateur à l'époque. De plus, conformément au désir de Taft, le rapport proposait de limiter les dépenses fédérales, ce qui allait devenir une constante chez les républicains. Bien qu'acquis à l'idée d'une réforme budgétaire, Woodrow Wilson, le démocrate qui succéda à Taft, montra peu d'ardeur à adopter le projet. Aussi les défenseurs de ce projet réagirent-ils en créant en 1916 à Washington un nouveau think tank, l'Institute of Governmental Research. Le nouvel institut put voir le jour grâce aux dons de fondations philanthropiques nouvellement créées. À l'insistance de ce parrainage, le nouvel institut, spécialisé en recherche gouvernementale, se dota d'un conseil d'administration équilibré, c'est-à-dire rassemblant des conservateurs et des progressistes, des hommes d'affaires et des universitaires et même des représentants de l'Est et aussi de l'Ouest du pays. Ce souci de diversité offrait, pensait-il, une garantie de neutralité inattaquable, rendant l'Institut apte à servir n'importe quelle administration et n'importe quel président. Toutefois, fait nouveau pour l'époque, le premier président de l'Institut, William Willoughby, engagea un agent de relations publiques chargé de communiquer à la presse ce qu'il jugeait bon que l'on sût des travaux de ses chercheurs. L'Institut se vit récompensé de sa bonne utilisation des méthodes d'efficacité lorsque le président Harding signa enfin, en 1921, le projet de réforme budgétaire lancé 10 ans plus tôt par Taft. Cet exemple montre qu'il fallait souvent des années à une idée pour aboutir, et à un think tank pour voir ses méthodes justifiées. Il en est toujours ainsi de nos jours. Entre-temps, en 1917,
la Carnegie Foundation avait aidé à la création de l'Institute of Economics qui devait fusionner avec l'Institute of Governmental Research en 1927 pour devenir la Brookings Institution, dédiée à la recherche impartiale et à l'éducation politique des élus et du public. Puis, en 1919, le magnat des grands magasins, Edward Filin, transforma sa Cooperative League, fondée en 1911 à New York, en un nouveau think tank, le 20th Century Fund qui devait accéder à la célébrité internationale au milieu du siècle grâce entre autres aux travaux de Gunnar Myrdal. Tous ces think tanks sans exception avaient été conçus, et se considéraient, comme des instituts dévoués au bien public. La Première Guerre mondiale et les think tanks. La guerre fournit aux experts l'occasion de montrer ce qu'ils pouvaient accomplir au niveau national, et de rapprocher le monde des affaires des sphères académiques. Rappelons que Woodrow Wilson fut le premier président professeur. On peut penser que cela ne fut pas sans incidence sur le regard souvent condescendant que les professeurs d'université portaient et sur les hommes politiques et sur les hommes d'affaires, deux groupes qui, eux, avaient toujours entretenu de bonnes relations entre eux mais pas avec le monde universitaire. En 1920, l'enthousiasme pour les sciences sociales était quelque peu retombé. L'expérience en avait montré les limites mais les notions de rigueur, de précision et d'efficacité demeuraient les clés de la démocratie intelligente, selon le mot de Wesley Mitchell, fondateur en 1920 à New York, du National Bureau of Economic Research qui connut un succès rapide grâce à ses travaux sur les cycles économiques et la croissance économique à long terme, montrant par là l'utilité des économistes professionnels dans l'élaboration de la politique nationale. Ces économistes pensaient que les cycles économiques pouvaient être maîtrisés, et l'économie manipulée plutôt que laissée à la main invisible du libre marché, cher à Adam Smith. Ce think tank lui aussi existe toujours. Dans le même esprit, Herbert Hoover, secrétaire du commerce et futur président des États-Unis, créa en 1919 un nouveau think tank, la Hoover Institution on War, Revolution and Peace, en Californie, au sein même de l'université de Stanford. Hoover fit un don important pour créer la Hoover War Library, qui devait rapidement devenir une des plus grandes bibliothèques et la collection d'archives militaires les plus célèbres du pays. Ces archives sur les causes et les conséquences de la Première Guerre mondiale puis sur les révolutions communistes, russes et chinoises, sont à ce jour sans égal. Mais en 1920, le souci premier de Hoover était d'éviter les ratés du capitalisme comme le chômage. Le krach de 1929. Ce n'est qu'avec le recul et les analyses postérieures des causes du krach de 1929 que l'on peut mesurer toute l'ironie contenue dans les projets optimistes du National Bureau et de la Hoover Institution. Il faut noter tout de même que la débâcle boursière, survenue pendant son mandat présidentiel, n'ébranla jamais la foi du président Hoover ni dans le capitalisme ni dans les sciences sociales qui se disaient capables de le réguler. Dans le public en revanche, et chez les élus, on connut des sommets d'hostilité contre les technocrates et les planificateurs qui n'avaient pas su prévoir la crise. La Grande Dépression marqua une rupture dans l'histoire des sciences sociales. Les statistiques s'étaient révélées peu fiables ou erronées, au mieux inutiles, les études des mouvements sociaux inadéquates et en conséquence, on remettait en question la valeur de toute expertise. Et bientôt, on put même maudire les coupables qui, après s'être si lamentablement trompés, avaient le front de vouloir imposer des méthodes socialistes pour remédier à la crise. Tel était l'état d'esprit de la nation avant l'élection présidentielle de 1932. Ce n'était pas la fin des experts en sciences politiques pour autant de toute façon. La technicité des problèmes rendait le personnel politique dépendant des experts. Si les experts utilisés jusque-là avaient failli, il suffisait d'en trouver d'autres plus compétents, et peut-être aussi fallait-il remplacer les connaissances désintéressées par des analyses étayées d'arguments politiques. Bref, peut-être convenait-il d'en finir avec la sacro-sainte neutralité des experts et permettre à ceux-ci de dire ce qu'ils pensaient être des choix politiques bénéfiques. Après tout, cela n'avait pas été essayé. FDR et la neutralité détournée, 1932 à 1945. Le candidat Franklin Delano Roosevelt avait promis au pays une nouvelle donne, le New Deal pour le sortir de la crise. Dans cet esprit et dès la campagne électorale, il forma son fameux Brain Trust ou cartel de cerveau, c'est-à-dire le groupe d'experts qui lui fournissait les connaissances nécessaires sur tous les problèmes, mettant ainsi quelque peu en veilleuse les think tanks existants.
En somme, Roosevelt avait formé un think tank de facto, entièrement dédié au service de la présidence et du gouvernement et qui avait un rapport bilatéral en quelque sorte avec les hauts cadres politiques. Toutefois, ce Brain Trust ne dura que jusqu'en 1933 et eut surtout un rôle symbolique, montrer d'en haut la refonte du rôle public de l'expert en sciences politiques. En s'entourant d'experts mais en sélectionnant les avis émis, guidé en cela par son seul instinct de chef suprême, le président voulait faire comprendre à l'opinion que bien que les experts fussent devenus indispensables, ils ne décidaient de rien. Il n'en demeure pas moins que le scepticisme des masses envers les experts grandit encore, et que Roosevelt fut perçu par beaucoup comme manipulé par ses conseillers. Comment, par exemple, pourrait-on dissocier la politique du New Deal de l'influence incontestable du théoricien John Maynard Keynes, ou bien encore de l'éminent juriste et futur membre de la Cour suprême, Félix Frankfurter qui recrutait parmi ses étudiants à la Harvard Law School les jeunes talents que l'on appelait ses mignons? Honni soit qui mal y pense, que lui jugeait apte à servir FDR et le New Deal? Ce qui accrédita la thèse de la manipulation de FDR, c'est à la fois la personnalité trop marquée pour être sans influence de ses grands conseillers et le fait qu'il recasa les experts du défunt Brain Trust dans les cabinets ministériels. Hoover avait trop fait confiance aux sciences sociales et n'avait pas agi, alors même qu'il se disait favorable à un frein au laisser-faire en économie. FDR n'était pas certain que les théories nouvelles proposées seraient les bonnes, mais il pensait qu'il fallait tout essayer, opposant la passivité prudente de Hoover, l'action à tout prix et tout de suite. Une action audacieuse et soutenue montrant au pays qu'il y avait un capitaine à la barre. C'était psychologiquement plutôt habile à l'égard des masses désœuvrées, en proie au doute et à un profond désarroi. Politiquement, c'était une aubaine pour les experts qui se sentirent attirés par Washington, la capitale politique. Les think tanks existants répondirent si bien à la demande gouvernementale qu'en 1938, avec le gros des plans du New Deal en place, on comptait quelques 5800 chercheurs en sciences économiques, juridiques et sociales dans le gouvernement fédéral. Sur ce nombre, plus de 5000 étaient des économistes professionnels. Washington, D.C. US Department of Commerce 1975. Le revers de la médaille. Si l'ambition avait attiré les talents à Wall Street dans les années 1920, c'était Washington qui les attirait à son tour dans les années 1930. Le gouvernement fédéral ressemblait à une machine emballée. Il fallait toujours plus de statisticiens, de démographes, d'économistes. Et surtout, avec FDR, ces experts sortaient de l'ombre si bien qu'une large fraction des élites s'inquiétait de cette prolifération de planificateurs économiques, ou de la célébrité de certains conseillers comme de l'obésité naissante de l'État. On s'inquiétait de la perte de liberté du marché, et de la puissance du pouvoir fédéral qui se construisait au détriment des États. Tout naturellement, la politisation des experts, associée à la dérive de l'État fédéral, entraîna des réactions vives et des contre-expertises organisées spontanément dénonçant les experts en général. Il est significatif que la très progressiste Russell Sage Foundation se fit critique à l'égard des programmes sociaux du New Deal, tout comme Brookings qui n'avait pas encore entamé son virage à gauche. Mais les désillusions étaient peut-être plus profondes encore chez les responsables des grandes fondations philanthropiques qui avaient tant fait, et tant donné, pour établir le rôle de l'expert neutre et indépendant. Les membres des conseils d'administration étaient taraudés par le sens aigu de leur échec intellectuel. L'amertume les gagnait. Les experts au service du gouvernement utilisaient de plus une rhétorique nouvelle, assez proche de ce que l'on devait appeler plus tard la langue de bois, destinée à mieux faire accepter les concepts de plans biannuels ou quinquennaux et de nationalisation. Plus que seulement nouveaux, ces concepts étaient totalement étrangers au système américain. Les mots récurrents à la mode d'équilibre et de nécessaire adaptation n'aidèrent en rien. Par exemple, le plan biennal appelé National Recovery Administration Act, dénoncé par le groupe de presse Hearst comme du socialisme étatique absolu, fut déclaré inconstitutionnel en 1935, puis aboli par le Congrès en 1943. Ce plan visait tout bonnement à contrôler la production de quelques 500 industries et à décider des chiffres de l'emploi. FDR avait même approuvé en 1934 un plan for planning, c'est-à-dire un plan de planification. Rien ne pouvait être plus aux antipodes du caractère américain.
L'opinion publique dans son ensemble y voyait clairement l'introduction subreptice d'idées socialistes. Ceci fut confirmé plus tard sur le plan de protection sociale appelé Security, Work and Relief Policies qui présentait une ressemblance troublante avec le rapport Beveridge, paru en Angleterre en 1942, et bâti à partir des théories de John Maynard Keynes, le concepteur de l'État-providence. Les raisons de l'échec du New Deal se trouvent dans cette dérive socialisante, si contraire dans son essence au credo américain. On ne peut cependant pas dire que les membres de la nouvelle élite politique étaient uniformément inconscients du rejet dont ils étaient l'objet. En 1939, Robert Lind, professeur de sociologie, avait fait paraître Knowledge for What? L'expertise, pourquoi faire? Livre dans lequel il exprimait ses doutes sur les prétentions des sociologues, anthropologues et autres économistes. Il remettait en cause l'utilité de ces sciences qui se disaient humaines, mais qui répondaient aux angoisses et aux aspirations par la sécheresse technocratique, l'arrogance scientifique, et un jargon qui accusait l'écart entre une élite prétentieuse et les masses dont elle prétendait faire le bien. Le bilan du New Deal, c'est son legs durable en matière de couverture sociale et de redistribution, notion qui compte encore de fervents adeptes aujourd'hui, presque autant que de contempteurs. Mais il faut retenir que les mesures du New Deal ont toujours été vivement critiquées, dès le début, et surtout que ce ne sont pas elles qui ont sorti l'Amérique de la grande crise, mais bien l'effort de guerre commencé vers la fin de la décennie. De l'après-guerre aux années 1960, la deuxième génération de think tanks. Déjà très engagé dans les affaires intérieures, le gouvernement fédéral intensifia sa demande en experts lors du conflit mondial. Le concept de planification trouva sa raison d'être et prouva son utilité dans la gestion de la politique militaire. Autrement dit, la planification, si étrangère au tempérament américain et à la tradition établie, ne pouvait devenir acceptable que dans des domaines précis comme la stratégie militaire et la production d'armes et de matériel de guerre, avec un but fixé, la victoire. Il allait de soi que sitôt la victoire acquise, tout cela devenait caduc. Tous les experts, y compris les experts sociaux, bénéficièrent directement des nouvelles avancées technologiques, et notamment des balbutiements de la science informatique. Le complexe militaro-industriel, sionis par ce qui commençait à s'appeler la Nouvelle Gauche, fut conçu. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.